Pour trouver des solutions efficaces aux inégalités, il faut que les personnes qui vivent ces inégalités-là soient impliquées. Puis pas juste impliquées, il faut qu'elles soient centrales dans les réflexions. Puis ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la pauvreté, c'est quasiment une job à temps plein. Les préjugés sont plus difficiles à porter que la pauvreté elle-même. Il se passe rarement une journée sans qu'on entende parler des inégalités, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou à la télévision. Mais de quoi parle-t-on exactement? Si on revient à la base même du concept, c'est quoi une inégalité? Pourquoi ça existe? Et quels impacts est-ce que ça peut avoir sur la vie des gens? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Les inégalités sociales, c'est la répartition ou la distribution inégale des ressources considérées comme précieuses. Précieuses dans la mesure où elles assurent une certaine qualité de vie et dans la mesure où elles assurent aussi une certaine participation à la vie en société. Les principales sources d'inégalités dans nos sociétés sont issues du système économique, mais aussi de la discrimination. Les plus connus, sexisme, colonialisme, racisme, qui sont donc des moteurs d'inégalités sociales. Il y a aussi évidemment d'autres types de discrimination fondées sur l'appartenance religieuse, sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, fondées sur le handicap, etc. Les inégalités sociales sont interdépendantes, interconnectées. Le meilleur exemple, c'est les inégalités économiques qui produisent chez les personnes les plus démunies une difficulté d'accès à des études supérieures, donc inégalité scolaire, à des emplois moins bien payés. Et ils et elles vivent des expériences tout à fait singulières et uniques d'inégalité sociale. Maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'une inégalité, mettons le concept en perspective dans la société québécoise. D'ailleurs, on entend souvent que le Québec est la province la moins inégalitaire au Canada. Stéphane Hanfield, du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, a accepté d'en parler avec nous à l'Observatoire. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a comme besoin de se réconforter un peu parce que, au fond, on le sait que le Québec est trop inégalitaire pour ce qu'il pourrait être. Aujourd'hui, si on prenait toute la richesse du Québec puis qu'on la distribuait également entre tout le monde, on aurait de quoi couvrir les besoins de base de tout le monde 2 fois. Dans les faits, il y a 1 personne sur 5 au Québec qui ne couvre pas ses besoins de base. Si on regarde depuis 50 ans, la richesse totale au Québec, elle a doublé. Pendant ce temps-là, le salaire minimum a augmenté de moitié et les revenus de base à l'aide sociale, ils ont stagné, sont au même niveau qu'il y a 50 ans. Et la richesse du 1% des Québécois les plus riches, elle a triplé. Donc, le Québec s'est enrichi depuis 50 ans, mais ce n'est pas tout le monde au Québec qui s'est enrichi également, puis c'est l'enrichissement des plus riches qui a été favorisé. Au Québec, on n'a pas les personnes les plus riches du monde, mais on a quand même des Québécois, seulement des Québécois, pas de Québécoises, qui sont très, très riches, à un niveau qui est vraiment difficile à imaginer là, pour la majorité des gens. Si, par exemple, on prend les personnes les plus riches au Québec, ils ont environ 30 000 fois ce que le Québécois ou la Québécoise moyen possède. Fait que ça, c'est à peu près comme dire qu'une personne possède l'équivalent de tout le monde qui habite à Alma. C'est très difficile de faire un portrait de la pauvreté au Québec parce que la pauvreté, elle a 10 000 visages. Okay? Il y a des mères monoparentales, il y a des personnes qui vivent avec un handicap, il y a des personnes neurodiverses, il y a des personnes immigrantes qui n'ont pas de permis de travail ouvert, il y a des personnes demandeuses d'asile, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, pour trouver des solutions efficaces aux inégalités, il faut que les personnes qui vivent ces inégalités-là soient impliquées. Puis pas juste impliquées, il faut qu'elles soient centrales dans les réflexions là-dessus. Cette idée de replacer les personnes vulnérables au cœur des démarches qui les concernent est déjà mise en place par certaines organisations, comme c'est le cas de Concep, basé à Trois-Rivières. Cet organisme fait participer activement les personnes en situation de pauvreté dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Est-ce que tu entends souvent, toi, des préjugés sur les personnes en situation de pauvreté? On entend à tous les jours les préjugés, là, ça exclut les personnes
C'est des handicaps puis des obstacles supplémentaires qu'ils ont à traverser, tu sais, au niveau du logement, au niveau des préjugés par rapport à l'emploi, au niveau de l'éducation. Les préjugés sont plus difficiles à porter pour une personne en situation de pauvreté que la pauvreté elle-même. Alors, c'est plus difficile pour eux de, de vivre avec tous ces préjugés. Depuis le début de ce documentaire, on parle des personnes qui subissent les inégalités, mais on ne leur a pas encore donné la parole. Pour nous, à l'Observatoire, c'était important de recueillir le point de vue d'une personne qui vit cette précarité et de mettre en lumière son expérience. En situation de pauvreté depuis plus de 30 ans, Chantal Bernard a accepté de nous recevoir chez elle pour nous raconter son histoire. Elle nous livre une perspective unique sur les répercussions que la pauvreté et les préjugés liés à celle-ci ont eu sur sa vie au quotidien. Moi, je m'appelle Chantal Bernard. Je suis une femme de 61 ans. J'ai 5 enfants. La pauvreté, c'est quand même quelque chose qui me touche beaucoup et que je connais bien. En 1995, j'ai vécu un événement plutôt dramatique. Et depuis ce temps-là, j'ai été confrontée à la pauvreté. Puis j'ai jamais été capable d'en ressortir. Moi, c'est pas quelque chose qui remonte à mon enfance. Je viens d'une famille de la classe moyenne. J'étais gâtée, j'étais choyée, j'étais aimée, j'ai manqué d'absolument rien. Mais c'est ça. Suite à cet incident-là, il y a eu un bascule, puis j'ai plus jamais été capable d'en ressortir. Est-ce que tu penses que les inégalités existent au Québec? Je pense pas. Je le sais. Je les vis. Ça a toujours été quelque chose de limitant pour moi. Pas juste dans mes projets, dans ma capacité à passer à autre chose, OK? Et à me sortir de la pauvreté. La pauvreté en elle-même, c'est un handicap qui nous limite. Puis ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la pauvreté, c'est quasiment une job à temps plein. C'est faire affaire aux banques alimentaires, c'est faire affaire dans des organismes communautaires. Fait que dans le fond, tout ton temps est occupé partout pour essayer juste de combler tes besoins essentiels. Tandis que si tu aurais un revenu adéquat, les besoins essentiels seraient comblés, puis tu serais en mesure plus de poser des actions pour te réinsérer socialement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être, toi ou ta famille, d'être confronté à des préjugés dans la vie quotidienne? Tout à fait. Mais première des choses, il y a toujours les préjugés, je te dirais, qu'on entend un peu partout. Gros lâches, paresseux, veulent pas travailler, ils se plaignent tout le temps, c'est des profiteurs du système. Ça, là, je suis pas capable, moi, de l'entendre, celle-là. Ils savent pas compter, ils savent pas s'administrer, on va leur donner des cours de comptabilité. Moi, c'est bien de valeur, là, mais pour être capable de faire vivre mes enfants puis de manquer de rien, je savais compter, puis pas à peu près. Tu sais, moi, j'ai vu à un moment donné le village où j'habitais avant, un attroupement de jeunes adolescents en face de la maison chez nous, qui était à l'autre bord de la rue, puis qui venaient rire de nous autres. Moi, j'ai vu un de mes enfants à l'école faire pisser sur son linge, parce qu'on était pauvres. OK? Ça, on le dénonce pas. Ça, on dit jamais que c'est pas correct. Les pauvres savent pas vivre. Les pauvres, c'est ci, c'est ça. Mais les autres, à l'égard des pauvres, c'est quoi? Je pense qu'on a une sérieuse réflexion à faire, socialement. Dans le fond, ce qui aurait été le plus utile pour moi, pour me sortir de ma condition, c'est des revenus adéquats pour combler mes besoins. J'aurais pu m'occuper de me guérir de mes traumas, j'aurais pu accompagner mes enfants là-dedans, si j'aurais pas eu à me soucier autant de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces impacts-là? Première des choses, c'est complexe la situation de pauvreté. Puis pour moi, c'est évident que ça a eu un impact sur ma santé physique et sur ma santé mentale. Puis maintenant, je suis rendue, comment je pourrais dire, ça m'a tellement affectée que je suis rendue avec une contrainte à l'emploi. Je suis rendue sur la solidarité sociale. Puis je ne serais pas en mesure d'aller sur le marché du travail à temps plein. C'est quelque chose qui s'est installé graduellement, petit à petit, puis ça vient avec le stress. La douleur est toujours présente, moindre,
mais je le vois que je suis fragile. Tu disais Ok. tout à l'heure que tu vivais avec des douleurs chroniques d'ailleurs. Oui, absolument. Aux bras, au dos, aux jambes, aux pieds, partout sauf la tête. Toujours bien ça. Fait que quand j'ai mal à la tête, ça va pas bien. Ah oui, tu m'étonnes. Le témoignage de Chantal l'atteste. Les inégalités peuvent se répercuter sur différents aspects de la vie des personnes et notamment sur leur santé. On parle alors d'inégalité sociale de santé. Sandy Torres, chercheuse et sociologue à l'Observatoire, nous en dit plus sur ce concept. Il faut faire la différence avec justement les différences et les simples écarts. On peut y avoir des différences selon l'âge, selon notre bagage génétique. Ça, ce sont des différences qui sont difficilement évitables. Mais quand on remarque des différences régulières selon les groupes sociaux hiérarchisés, selon le revenu ou la scolarité, par exemple, c'est là qu'on va parler d'inégalité sociale de santé. Donc des écarts de santé entre des groupes sociaux hiérarchisés selon différents critères, mais généralement le revenu ou la scolarité. Comme ça, vite à première vue, on peut penser que la santé, c'est l'absence de maladie, mais en fait, on peut la voir de façon beaucoup plus large en parlant de bien-être, d'un état de bien-être en fait physique, mental et social. Alors, ces trois dimensions, elles sont étroitement liées et sont aussi importantes parce qu'on a tendance à penser juste à l'aspect physique, ce qui se voit, mais les aspects sociaux et psychologiques sont également fondamentaux. En fait, on peut voir la santé comme une ressource de la vie quotidienne et quand cette ressource fait défaut, c'est toute en fait, notre capacité à agir dans la société, à accomplir nos rôles qui sont hypothéqués. Et on constate que les personnes les plus défavorisées sur le plan social et économique ont moins cette ressource. Et tout le monde est touché, même si les personnes les moins nanties sont particulièrement plus concernées par ces inégalités-là. Pour terminer, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de faire reculer les inégalités ? Mais pour réduire les inégalités de santé, heureusement, on a plusieurs leviers d'action. Souvent, c'est le résultat d'autres inégalités sociales et économiques. Alors, une des premières pistes qui me vient en tête, ça serait d'améliorer les conditions de logement pour les personnes les plus défavorisées et notamment pour les locataires. Tu ne peux pas réduire le coût de ton loyer, hein, puis les locataires là font face à la cherté des loyers, on le sait, et quand tu consacres trop d'argent à te loger, tu as moins d'argent pour couvrir tes autres dépenses, tes autres besoins essentiels de la vie quotidienne comme la nourriture. Et d'ailleurs, on voit que l'insécurité alimentaire augmente et on sait que l'insécurité alimentaire a des impacts énormes sur la santé. Ma piste de solution, c'est vraiment de faire une grande campagne de sensibilisation, de publicité pour aider à déconstruire les préjugés. Ça, c'est sûr qu'on aurait besoin de se mettre tout ensemble, mais que l'État donne un montant d'argent pour qu'il y ait de la sensibilisation dans les médias, pour qu'on fasse comprendre aux gens ce que vivent les personnes en situation de pauvreté et pourquoi, qu'on explique les bons coups, qu'on explique les réussites de personnes en situation de pauvreté, justement pour que les gens voient qu'il y a plein de personnes en situation de pauvreté qui font d'énormes efforts pour s'en sortir. Ça ne fonctionne pas toujours, mais qui tentent toutes sortes de choses pour améliorer leurs conditions de vie. Les inégalités sociales forment un système. C'est là où on parle de reproduction sociale des inégalités et c'est un frein, évidemment, à la mobilité sociale. En fait, moi, ce serait plus une approche structurante ou structurelle, c'est-à-dire qui va s'attaquer aux causes. Comment aborder ces causes-là? Les solutions qui sont à court terme, qui sont électoralistes, qui sont des formes de pansement, ça mène à rien, c'est toujours à recommencer. Il faut vraiment qu'on soit dans un mode de solution durable. Je pense qu'il faut questionner le système dans lequel on vit, puis arrêter de mettre la responsabilité sur le dos des personnes en situation de pauvreté à s'en sortir et questionner le système dans son ensemble.